Je m'appelle Emma et j'ai à peine un an de plus que mon frère Mike, mais j'ai parfois l'impression que nous vivons dans des mondes complètement différents. Alors que j'essayais de trouver ma place dans la vie, Mike était la fierté et la joie de notre famille depuis qu'il ne savait pas marcher. Je me souviens d'avoir été assise à la table de notre cuisine lors d'innombrables réunions de famille, à regarder tout le monde s'extasier devant les dernières réalisations de Mike. Vous avez entendu parler de la nouvelle application de Michael ? Se réjouissait ma tante. Il n'a que 15 ans et il programme déjà comme un professionnel. Ma mère rayonnait de fierté tandis que mon père tapait dans le dos de Mike en disant des choses comme « Ce garçon va nous rendre tous riches un jour. » Et Mike ? Il restait assis là, avec son sourire compétent, à taper sur son ordinateur portable. Il travaillait toujours sur quelque chose de nouveau. Un programme innovant ou une idée d'application révolutionnaire. Je ne pouvais pas nier son talent, il était obsédé par les ordinateurs depuis qu'il pouvait à peine atteindre le clavier. Au collège, alors que je cherchais quel club rejoindre, il remportait déjà des olympiades de mathématiques. Ton frère va changer le monde, me disait mon père, qui n'essayait même pas de cacher le fait qu'il pensait que Mike était spécial d'une manière que je ne pourrais jamais être. Et il n'était pas le seul. Toute notre famille élargie traitait Mike comme une sorte de prodige de la technologie. Il n'avait pas tout à fait tort. Il a gagné presque tous les concours de programmation auxquels il a participé, remportant la première ou la deuxième place comme si de rien n'était. Pendant ce temps, je restais assise dans ma chambre, dessinant des motifs dans mon carnet et rêvant de devenir architecte d'intérieur. Personne n'a jamais posé de questions sur mes rêves. La famille avait de plus grands projets, tous liés à la réussite future de Mike. Mon oncle avait déjà créé un fonds d'éducation pour lui, et même le cousin de notre mère mettait de l'argent de côté pour ses études. Il considérait cela comme un investissement, convaincu que Mike deviendrait le prochain milliardaire de la technologie et qu'il prendrait soin de tous ceux qui l'ont aidé en chemin. Nous devons nous assurer que Michael entre dans la meilleure université privée, disait mon père lors des réunions de famille, qui n'étaient en fait que des séances de planification de l'avenir de Mike. Il va créer sa propre entreprise dès qu'il aura obtenu son diplôme, notez-le bien. J'essayais de ne pas être amère, mais c'était difficile. Surtout quand je les entendais parler des milliers de dollars qu'ils mettaient de côté pour l'éducation de Mike. Alors que je restais là à me demander s'ils avaient même pensé à mon avenir. Je m'accrochais néanmoins à l'espoir que, peut-être, lorsque le moment serait venu de parler de mes projets d'études, il ferait preuve du même enthousiasme. C'était un matin ensoleillé de mai, un mois avant la remise des diplômes. J'avais passé des semaines à me préparer à cette conversation, en rassemblant des brochures de différents établissements, en calculant les coûts et même en préparant une petite présentation sur les possibilités de bourse d'études. Mes mains tremblaient lorsque je suis entrée dans la cuisine, où maman faisait du café et papa lisait quelque chose sur sa tablette. Maman, papa, on peut parler de quelque chose d'important ? J'ai demandé, en essayant de garder une voix stable. C'est à propos de l'université. J'ai regardé différents programmes. Il y a un très bon programme de design, interrompt papa. La voix tranchante. Quel genre de carrière est-ce que c'est censé être ? J'ai pris une grande inspiration. Décoration d'intérieur, papa. J'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet, et il y a des options très abordables. Cette université offre des bourses partielles très intéressantes, et si j'en obtiens une, vous n'aurez qu'à payer. Le rire de mes parents a traversé l'air comme un couteau. Ce n'était pas le rire chaleureux et affectueux que j'avais entendu tant de fois lorsque Mike leur montrait sa dernière réalisation en matière de programmation. C'était différent, froid, dédaigneux, presque cruel. Oh, chérie, dit maman en secouant la tête, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Nous avons déjà alloué tous nos fonds d'éducation à l'université de Michael. Mais ma voix s'est brisée. Je ne demande pas grand-chose. Avec la bourse, Emma, interrompt encore papa. Son ton est devenu sérieux. Soyons honnêtes. Tu n'es pas aussi intelligente ou talentueuse que ton frère. Nous devons investir notre argent là où il fera la différence.
Ces mots m'ont frappé comme un coup de massue. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. J'ai travaillé très dur, ai-je protesté. Mes notes sont bonnes et je me suis entraînée au dessin. Le design, se moque papa. Tu veux qu'on gaspille de l'argent pour ça? Si tu veux apprendre à peindre des murs et à coller du papier peint, tu peux le faire gratuitement. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour ça. Les larmes que j'avais retenues ont commencé à rouler sur mes joues. J'ai quitté la cuisine sans un mot de plus, mais je les entendais encore me dire qu'il fallait que je sorte la tête des nuages et que j'accepte la réalité. Leurs voix m'ont suivi dans les escaliers, chaque mot étant une nouvelle fissure dans mon cœur. Mais alors que je m'asseyais dans ma chambre, fixant mes brochures universitaires tachées de larmes, quelque chose s'est durci en moi. Si mes parents ne voulaient pas m'aider, peut-être que quelqu'un d'autre le ferait. J'ai pensé à mes grands-parents, les parents de mon père, qui avaient toujours montré un intérêt sincère pour mes dessins lorsque nous leur rendions visite. Cet après-midi-là, j'ai pris le bus pour me rendre chez eux. Grand-mère a ouvert la porte, a regardé mon visage et m'a serré dans ses bras. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, ma chérie, et m'a emmenée dans leur salon douillet. À travers les larmes et les hoquets, je lui ai tout raconté sur mes rêves, les programmes universitaires et la réaction de mes parents. Elle a regardé mes brochures, posé des questions sur les programmes et même feuilleté le petit portfolio que j'avais apporté. Lorsque j'ai eu fini de parler, ma grand-mère m'a serré la main et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tes rêves sont importants, Emma. Ils ont autant d'importance que ceux des autres. Puis elle s'est levée, est allée dans leur chambre et est revenue avec un chéquier. Je vais t'aider à aller à l'université, dit-elle fermement. Ton grand-père et moi avons quelques économies, et nous ne voyons pas de meilleure façon de les utiliser que d'investir dans ton avenir. Cet automne-là, j'ai fait mes valises et j'ai emménagé dans un petit appartement dans la ville voisine. L'université publique dans laquelle je m'étais inscrite n'était pas aussi prestigieuse que celle que mes parents avaient choisie pour Mike, mais elle proposait un programme de design solide et des enseignants qui s'intéressaient vraiment à leurs élèves. Année suivante, ma grand-mère m'a appris que Mike avait commencé à étudier dans une université privée UP à l'autre bout du pays. Tes parents ont organisé une grande fête de départ pour lui, m'a-t-elle dit lors d'un de nos appels téléphoniques hebdomadaires. La moitié du voisinage était là. Je n'avais pas parlé à mes parents depuis le jour de mon départ. Chaque dimanche, grand-mère m'appelait pour me donner des nouvelles de la famille. C'était toujours la même histoire, Mike ceci, Mike cela. Comment il obtenait les meilleures notes dans tous ses cours, comment il développait déjà de nouvelles applications et de nouveaux programmes, comment tous les membres de la famille n'arrêtaient pas de parler de ses progrès incroyables. Pendant que mes parents se vantaient des prouesses de Mike en matière de codage, je construisais tranquillement mon propre chemin. J'ai proposé mes services de conception à des refuges locaux, créant des espaces qui permettaient aux gens de se sentir chez eux, même dans des circonstances difficiles. Chaque projet m'apportait quelque chose de nouveau, lentement mais sûrement. Mon portfolio s'est étoffé. Le projet de maison de retraite était particulièrement spécial pour moi. L'établissement était déprimant, avec ses murs gris et son éclairage fluorescent. J'ai passé des semaines à parler aux résidents, à découvrir leurs besoins et leurs préférences. Je voulais créer un espace qui leur donnerait l'impression d'être vivant, et pas seulement entreposé. Vous savez ce qui me manque le plus, m'a dit Martha, une résidente âgée. Mon jardin me manque. Les couleurs, la lumière. Cette conversation m'a incité à concevoir un espace rempli de lumière naturelle, de plantes d'intérieur et de sièges confortables qui encouragent la socialisation. J'ai inclus des murs de souvenirs où les résidents pouvaient exposer des photos de leur jeunesse, et j'ai créé des coins lecture confortables avec un éclairage réglable pour les yeux vieillissants. Lorsque le projet a remporté le premier prix du concours des jeunes designers, aucun membre de ma famille n'était présent dans le public, à l'exception de mes grands-parents, qui ont fait 2 heures de route pour assister à la cérémonie. Nous avons toujours su que tu en étais capable, a chuchoté mon grand-père en me serrant dans ses bras après la cérémonie. Tout au long de mes études, j'ai saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi.
J'ai conçu des espaces pour des refuges pour victimes de violences domestiques qui offraient à la fois sécurité et dignité. J'ai créé des espaces adaptés aux enfants et des refuges pour sans-abri qui ont donné aux enfants un sentiment de normalité et de chaos. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, j'avais plus qu'un diplôme, j'avais un ensemble de travaux qui parlaient d'eux-mêmes. Les cabinets de design l'ont remarqué. Avant même d'avoir jeté ma casquette en l'air, j'avais plusieurs offres d'emploi sur la table. J'ai accepté un poste dans l'un des plus grands cabinets de design de la région, soudain. J'ai gagné le genre d'argent que mes parents n'auraient probablement jamais imaginé. Après avoir travaillé pendant un an dans cette entreprise, j'ai décidé qu'il était temps de rendre l'appareil aux 2 personnes qui avaient cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait. Un week-end, je me suis rendue chez mes grands-parents. En traversant leur pièce familière, je les ai vus d'un œil nouveau. Le papier peint se décollait dans les coins, les meubles de cuisine étaient usés et la salle de bain n'avait pas été rénovée depuis les années 1970. Pendant le dîner, j'ai dit, « Grand-mère, que dirais-tu de me laisser rénover ta maison ? Tu ne paieras pas un centime, c'est mon cadeau pour toi. Pour tout ce que tu as fait pour moi. » Il a fallu un peu de réflexion, mais ils ont finalement accepté. J'ai passé des semaines à élaborer le projet parfait. En incorporant des éléments de leur passé tout en adaptant l'espace au présent. Je voulais préserver l'âme de leur maison tout en la rendant plus confortable et plus fonctionnelle pour eux. Et la rénovation a duré 3 mois. J'ai engagé les meilleurs entrepreneurs que je connaissais et j'ai supervisé chaque détail. Nous avons remplacé l'ancien système de chauffage, installé de nouvelles fenêtres et entièrement réaménagé la cuisine. J'ai choisi des couleurs chaudes qui me rappelaient les biscuits que grand-mère préparait et j'ai installé un éclairage doux qui ne fatiguerait pas leurs yeux vieillissants. Une fois les travaux terminés, grand-mère n'a pas pu s'empêcher de pleurer. Le lendemain, elle n'a pas arrêté de téléphoner, invitant toutes les personnes qu'elle connaissait à venir voir la maison. Je me suis assise dans un coin du salon et je les regardais faire visiter chaque pièce à des groupes d'amis. Ma Emma a fait tout ça, disait-elle. La voix pleine de fierté. Elle a tout conçu. Ne t'avais-je pas dit qu'elle avait du talent ? C'était le genre de fierté que j'aurais toujours voulu entendre dans la voix de mes parents. Mais alors que j'étais occupée à réaliser les rêves de mes grands-parents, celui de mon frère était sur le point de se transformer en cauchemar. La nouvelle est arrivée par l'intermédiaire de grand-mère, comme d'habitude. Mike avait apparemment frappé un grand coup, il avait développé une application révolutionnaire et l'avait vendue à une grande entreprise de technologie pour des millions. La famille était aux anges. Le père donnait des interviews aux journaux locaux à propos de son fils génial, et les proches demandaient déjà à Mike des conseils en matière d'investissement. Mais la fête n'a pas duré longtemps. Quelques mois à peine après la vente, tout s'écroule. L'ancien camarade de classe de Mike a intenté une action en justice, affirmant que l'application était son idée. Et qu'il en avait la preuve. Une documentation détaillée montrait que non seulement le concept était le sien, mais qu'il avait également écrit la majeure partie du code essentiel. Mike avait, d'une manière ou d'une autre, mis la main sur tout cela et l'avait fait passer pour son propre travail. Les preuves sont accablantes. Les courriels, les premières ébauches du code, les conversations des témoins, tout indiquait que Mike avait été volé. Le procès a été brutal et rapide. Non seulement Mike a dû rendre tout l'argent de la vente, mais il a également été condamné à payer plus de 2 millions de dollars de dommages et intérêts pour vol de propriété intellectuelle. Et la famille s'est mise à paniquer. Dans un premier temps, les proches ont envisagé de mettre en commun leurs ressources pour l'aider, comme ils l'avaient fait pour son éducation. Mais lorsqu'ils ont réalisé le montant total, la réalité les a frappés de plein fouet. L'un après l'autre. Ils se sont retirés. Même ses plus fervents partisans ne pouvaient justifier le fait de risquer leurs économies pour le sortir de ce mauvais pas. Un mardi matin, j'étais dans mon bureau, en train d'examiner les plans d'un nouveau projet d'hôtel de charme, lorsque ma secrétaire est entrée. « Madame Thompson, vos parents sont là pour vous voir. » J'ai failli laisser tomber mon café. Après des années de silence, il m'avait retrouvé dans mon studio de création. Je l'avais ouvert 6 mois plus tôt, après avoir acquis suffisamment de clients et de confiance en moi pour voler de mes propres ailes. Faites-les entrer, ai-je dit,
l'estomac noué. Ils avaient l'air plus vieux que dans mes souvenirs, plus usés. Les cheveux de maman étaient devenus complètement gris et l'assurance de papa avait été remplacée par une légère déformation. Il se tenait maladroitement dans mon bureau, observant les prises accrochées au mur et la grande table à dessin couverte de plans. Emma, commença papa. Sa voix manquant de son autorité habituelle, tu t'es bien débrouillé. J'ai attendu en silence. Je savais qu'il n'était pas venu pour admirer ma réussite. Nous avons besoin de ton aide, dit maman en se tordant les mains. C'est à propos de Michael. Papa se racle la gorge. Mon entreprise ne va pas bien. J'ai fait des emprunts pour payer les frais de justice de Michael, mais nous sommes en train de nous noyer, Emma. Nous avons besoin d'argent. Laisse-moi mettre les choses au clair, dis-je en me penchant en avant sur ma chaise. Quand j'ai eu besoin d'aide pour payer mes frais de scolarité, tu t'es moqué de moi. Tu as dit que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi. Tu as dit que je pouvais apprendre à peindre des murs gratuitement. Et maintenant, tu veux que je te donne mon argent durement gagné pour réparer les erreurs de Michael? C'était différent, a protesté maman. Nous essayons juste d'être réalistes sur tes perspectives d'avenir. Non. Je l'ai interrompu, vous vous êtes trompé sur mes perspectives, et vous vous êtes trompé sur celles de Michael. Je ne vous donnerai pas d'argent. Ils ont quitté mon bureau en colère, mais ce n'était pas fini. Le lendemain, mon téléphone a commencé à bourdonner de notifications. Mes parents avaient porté leur grief sur les médias sociaux, me dépeignant comme une fille ingrate qui avait abandonné sa famille au moment où elle en avait le plus besoin. Et la famille s'est divisée en plusieurs camps. Tante Sarah a publié un long message expliquant que les enfants devraient toujours aider leurs parents, quoi qu'il arrive. L'oncle James était d'accord, affirmant que la loyauté familiale devait l'emporter sur les griefs du passé. Mais d'autres ont pris ma défense. La cousine Rachel a souligné que mes parents m'avaient ignoré pendant des années alors qu'ils prodiguaient tout à Michael. Et la sœur de ma mère a écrit qu'elle les avait vus rejeter mes rêves tout en construisant le piédestal de Michael de plus en plus haut. Le débat a fait rage dans les commentaires et les articles, les parents prenant parti et argumentant sur les obligations familiales par rapport à la responsabilité personnelle. Certains m'ont traité de sans cœur, d'autres de courageuse. Malgré tout, j'ai continué à travailler. J'avais 3 grands projets en cours de développement, une équipe de designers à gérer et des clients qui comptaient sur moi. Je n'avais pas le temps de m'occuper des médias sociaux. Grand-mère m'a appelé un matin, la voix remplie de cette excitation particulière qu'elle avait lorsqu'elle préparait quelque chose. Emma, ma chérie. J'ai besoin de ton avis professionnel sur quelque chose, m'a-t-elle dit. Mon vieil ami possède un appartement dans l'un de ces bâtiments industriels reconvertis du centre-ville. Il n'a pas été touché depuis près de 50 ans, et j'ai pensé que vous aimeriez peut-être y jeter un coup d'œil. J'étais intriguée. Je n'avais jamais travaillé sur un projet de reconversion et l'idée de transformer un vieil espace industriel m'enthousiasmait. Le lendemain, ma grand-mère m'a emmené voir l'appartement. L'immeuble était magnifique, avec ses briques apparentes et ses hautes fenêtres. Mais à l'intérieur de l'appartement, le temps s'est arrêté. Le papier peint sortait tout droit des années 1970, la cuisine avait encore ses appareils d'origine et la salle de bain, disons que le verre avocat n'était pas mon premier choix de carrelage. Mais je voyais le potentiel. Les hauteurs de plafond étaient incroyables, et ses fenêtres. La lumière pénètre à travers les vitres industrielles massives, créant des motifs sur les planchers en bois usés. Mon esprit s'emballe déjà pour les possibilités qui s'offrent à moi. C'est incroyable, dis-je à ma grand-mère, en esquissant des idées rapides dans mon carnet. Les os de cet endroit sont fantastiques. Je veux réaliser ce projet gratuitement. Considère que c'est un remerciement à ton ami pour m'avoir permis de travailler sur un espace aussi extraordinaire. Je me suis lancé à corps perdu dans le projet. J'ai préservé le caractère industriel tout en créant un espace de vie moderne. Nous avons conservé les murs en briques apparentes, mais nous avons ajouté de la chaleur avec des éléments en bois. Les fenêtres d'usine d'origine ont été soigneusement restaurées.
et j'ai conçu des meubles sur mesure qui complètent l'esthétique industrielle tout en apportant du confort. Et la cuisine est devenue une pièce maîtresse avec des comptoirs en béton et des armoires élégantes qui respectent l'histoire du bâtiment. J'ai transformé l'ancienne salle de bain en un lieu de détente digne d'un spa, en remplaçant le verre avocat par des lignes épurées et de la pierre naturelle. Une fois la rénovation terminée, grand-mère et grand-père ont insisté pour la voir en premier. Ils ont parcouru chaque pièce lentement, en s'imprégnant de tout ce qui s'y trouvait. C'est alors que grand-mère s'est tournée vers moi, les larmes aux yeux. « Emma, ma chérie, nous avons une confession à te faire », dit-elle en prenant la main de grand-père. « Cet appartement, ce n'est pas celui de mon ami, c'est le nôtre. Ou plutôt, c'était le nôtre, notre première maison ensemble. Et maintenant, c'est le tien. » Je suis restée là, figée. Quoi? Nous l'avons acheté quand nous nous sommes mariés, explique le grand-père, la voix chargée d'émotion. À l'époque, toute cette zone était industrielle. Il y avait des usines partout, des ouvriers qui allaient et venaient. Nous étions jeunes et c'était tout ce que nous pouvions nous permettre. Mais nous étions heureux ici. Lorsque les usines ont fermé, tout le monde pensait que ce quartier était fini, poursuit la grand-mère. Mais aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Nous avons gardé cet endroit toutes ces années, en attendant le bon moment. Et maintenant, c'est le tien, mon cœur. Tu l'as rendu beau à nouveau. J'ai fondu en larmes et je les ai entourés de mes bras. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans mon nouveau salon, encore incrédule. J'ai pris une photo de l'espace transformé et l'ai partagée sur les réseaux sociaux. Accompagnée de l'histoire de l'incroyable cadeau de mes grands parents. Et la pièce que j'avais trouvée dans ma nouvelle maison n'a pas duré longtemps. Un soir, mon père s'est présenté à ma porte, sans y être invité et agité. « Tu as une idée de la valeur de cette maison ? » Il a exigé de passer devant moi pour entrer dans le salon. Nous pourrions la vendre et résoudre tous nos problèmes. Michael a besoin d'aide pour rembourser ses dettes et j'ai des créanciers qui me harcèlent. Je n'ai pas cédé. C'est ma maison, papa, grand-mère et grand-père me l'ont donnée. Elle n'est pas à vendre. Ne sois pas égoïste, a-t-il crié, c'est un bien immobilier de premier ordre. Ton frère croule sous les dettes et toi, tu es assis sur une mine d'or. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était grand-mère. D'une manière ou d'une autre, elle avait su, les grands-mères savent toujours. Passe-moi ton père, m'a-t-elle dit fermement. Je lui ai tendu le téléphone et j'ai vu son visage changer pendant qu'elle parlait. Écoute-moi très attentivement, ai-je entendu de sa voix sévère à travers le haut-parleur. Cet appartement est celui d'Emma. Je le lui ai donné et c'est tout. Si tu continues à la harceler à ce sujet, tu auras affaire à moi. Le père est parti ce jour-là, poursuivi par les paroles de sa mère. Pendant un certain temps, tout est resté calme. Puis la vie m'a porté le coup le plus cruel. Grand-mère est décédée subitement dans son sommeil. Avant même que je puisse commencer à digérer cette perte, grand-père l'a suivi 2 semaines plus tard. Tout le monde disait qu'il était mort d'un cœur brisé. Et la lecture complète a eu lieu 1 semaine plus tard. Tout était clair, l'appartement était officiellement le mien. Tandis que papa héritait de leur ancienne maison. La différence de valeur était importante. L'embourgeoisement de mon quartier avait fait que mon appartement valait plusieurs fois plus que leur maison. Je pensais que les choses s'arrêteraient là, mais je me trompais. Moins de 2 mois après l'enterrement de mes grands-parents, j'ai reçu des documents juridiques. Mon père me poursuivait en justice, affirmant que j'avais manipulé ma grand-mère pour qu'elle me donne l'appartement. Le procès alléguait que j'avais exercé une influence indue sur une femme âgée et que j'avais obtenu un bien de manière frauduleuse par le biais d'une tromperie. Mais tout au long du processus de rénovation, nous avions eu d'innombrables conversations par messagerie, elle posant des questions sur l'avancement des travaux, partageant de vieilles histoires sur l'appartement. Discutant de son intention de me le donner. Chaque message montrait ses intentions claires, son enthousiasme à l'idée de m'offrir ce cadeau. Son esprit sain et son jugement. J'ai des captures d'écran où elle écrit des choses telles que
cela fait des années que nous planifions cela, ma chérie. Depuis que tu nous as dit que tu voulais étudier le design, nous savions que cet appartement serait parfait pour toi un jour. Et ton grand-père et moi sommes si heureux de voir ce que tu fais de notre première maison. Nous avons toujours espéré qu'elle resterait dans la famille, et c'est désormais le cas, avec la personne qui l'apprécie vraiment. La veille du jour où le tribunal devait annoncer sa décision, mon téléphone a sonné. Il était presque minuit et je travaillais tard sur un nouveau projet lorsque j'ai vu le numéro de mon père s'afficher à l'écran. Emma, a-t-il dit, sa voix n'avait rien à voir avec le ton colérique qu'il avait employé au tribunal. Il avait l'air vaincu. Faisons un marché. J'ai attendu, écoutant sa respiration à l'autre bout du fil. Nous pouvons vendre l'appartement, a-t-il poursuivi. Nous partagerons l'argent moitié-moitié. Tu auras toujours une bonne somme et nous pourrons mettre fin à tout ce bazar. Qu'en dites-vous? J'ai regardé ma maison, les murs en briques apparentes qui avaient été témoins du jeune amour de mes grands-parents, les fenêtres où ils avaient regardé le coucher de soleil ensemble, tous les petits détails que j'avais soigneusement conçus pour honorer à la fois l'histoire de l'immeuble et leur mémoire. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas une question d'argent, papa. Ça ne l'a jamais été. Ne sois pas stupide, son ton conciliant s'est évanoui. Tu t'entêtes, c'est tout. Réfléchis, tu pourrais acheter l'appartement que tu veux avec ta moitié. J'ai déjà l'appartement que je veux, ai-je répondu. Celui que grand-mère et grand-père ont choisi pour moi. Et je le garde. Il a raccroché sans un mot de plus. Le lendemain, le juge m'a donné raison. Mes documents étaient irréfutables. Non seulement les messages de ma grand-mère, mais aussi l'acte de transfert officiel, le testament et les témoins qui ont affirmé que mes grands-parents avaient depuis longtemps l'intention de me donner l'appartement. C'est la dernière fois que j'ai vu ma famille en personne. J'entends des choses, bien sûr, notre ville n'est pas si grande. Des amis me disent que Michael ne peut toujours pas trouver de travail dans l'industrie technologique. Sa réputation est trop entachée et personne ne lui confie ses projets. Et la dette pèse toujours sur lui comme un nuage. Mes parents ont d'abord dû vendre la maison de grand-père et grand-mère, celle dont ils avaient hérité. Ils ont ensuite vendu leur propre maison. Aujourd'hui, ils vivent dans un petit appartement en banlieue, tous les trois ensemble. Parfois, je passe devant leur nouveau quartier et je me dis que les choses auraient pu être différentes s'ils avaient cru en leurs deux enfants de la même manière. Ils continuent à parler de moi. À diffuser leur version des faits à qui veut bien l'entendre. Ils me traitent d'ingrate, de cupide. Ils disent que je les ai abandonnés dans le besoin, que j'ai préféré un appartement à ma famille. Mais je connais la vérité. Je n'ai pas choisi un appartement plutôt que ma famille. J'ai choisi d'honorer la mémoire des membres de ma famille qui ont cru en moi. Chaque matin, lorsque je me réveille et que je vois la lumière du soleil passer à travers ces immenses fenêtres industrielles, je pense à mon grand-père et à ma grand-mère. J'y pense à la façon dont ils ont vu quelque chose en moi alors que personne d'autre ne le faisait, à la façon dont ils ont investi dans mes rêves au lieu de les rejeter. Mon entreprise de design est aujourd'hui florissante. J'ai agrandi mon studio, embauché d'autres designers et nous travaillons sur des projets dans toute la ville. Le mois dernier, nous avons remporté un contrat important pour redessiner un hôtel historique du centre-ville. Les responsables de l'établissement souhaitaient tout particulièrement que quelqu'un sache comment marier l'architecture historique et le confort moderne.